la République de Moldavie. Et ce sont des fonctionnaires qui viennent s'intéresser. Vous savez que la Moldavie est non seulement candidate à l'Union européenne, mais que les négociations d'adhésion ont commencé. La Moldavie est un pays qui nous est cher, sur les pas duquel nous veillons avec beaucoup de bienveillance, de sympathie et de solidarité. Et nous sommes donc très heureux de vous accueillir, mesdames et messieurs, dans cette assemblée, dans cette commission qui est la commission des affaires étrangères de notre assemblée, c'est-à-dire d'un pays qui vous veut du bien. Notre ordre du jour appelle aujourd'hui l'audition de M. Franck Riester, qui est bien connu de nos services, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger. Je dis que vous êtes bien connu, cher Franck, de nos services, puisque vous avez déjà fréquenté notre commission de 2020 à 2022, lorsque vous aviez occupé pour la première fois les fonctions qui sont les vôtres actuelles, même si elles sont aujourd'hui élargies par rapport à celles que vous exerciez naguère, ce qui est la marque du progrès dans votre curriculum vitae. Mais c'est en même temps une garantie de compétences, d'expérience, donc de compétences dans la continuité de vos attributions. Vous savez que cette commission porte une attention toute particulière aux enjeux commerciaux internationaux et que nous avons le sentiment que ces enjeux sont devenus des éléments centraux de la position de la France, de son audience, de son influence à l'égard de nos partenaires européens et nos partenaires mondiaux. Nous avons eu une assez mauvaise nouvelle sur le plan budgétaire avec la dégradation de notre note, dont M. Le Maire a tenu à dire, non sans raison, que ça ne mettait en aucune façon en cause notre capacité à emprunter, mais malgré tout, nous sommes attentifs à ces grands équilibres que sont les équilibres budgétaires et les équilibres commerciaux, dont vous êtes sinon le responsable unique, car le commerce extérieur, ce n'est pas vous, c'est l'ensemble des acteurs économiques de la société française, mais vous en êtes à la fois le pilote et le porte-parole. Donc là, nous sommes effectivement au cœur de notre préoccupation. Alors, vous aviez l'habitude, et vous la reprenez, de vous inscrire dans cette tradition qui est de venir chez nous quelques jours après le dernier conseil qui s'est réuni sous le format des affaires étrangères consacrées au commerce, aux échanges, qui s'est réuni le 10 mai dernier. Donc on a mis un peu de temps parce que... Comment ? Le 30 mai, pardon. Je ne sais pas lire, c'est ça. Non seulement je n'entends rien, mais je vois très peu. Ce qui me donne une lucidité hors pair. Et une acuité. Oui, absolument. Donc le 30 mai, excusez-moi, ce qui montre quand même la proximité entre cette réunion et votre présence ici. Le 7 février, vous avez présenté le rapport annuel sur le commerce extérieur de la France, et dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine, le conflit à Gaza, ses implications sur les routes commerciales maritimes, ainsi que la recrudescence de la compétition économique et technologique entre les États-Unis et la Chine, il faut convenir que notre pays a tiré, je ne dis pas structurellement ni durablement, on verra, mais en tout cas momentanément notre épingle du jeu. Le solde commercial s'est en effet amélioré en 2023 de 63 milliards d'euros négatifs, grâce notamment, mais pas de 330 milliards d'euros positifs, pardon, grâce notamment, non pas exclusivement, mais quand même de façon importante,
à la forte réduction de la facture énergétique de la France, 47 milliards d'euros, ce qui est quand même très intéressant à observer compte tenu de la situation extraordinairement tendue qui est la nôtre depuis l'invasion de l'Ukraine et l'interruption de nos livraisons d'hydrocarbures et de gaz avec la Russie. C'est, je crois, à mettre au crédit des choix qui sont les nôtres structurellement, et notamment du choix électronucléaire. Les exportations, il faut bien le relever, ont aussi progressé de 1,5%, porté notamment par le dynamisme traditionnel des secteurs de l'aéronautique et du textile. L'aéronautique, on voit bien que Airbus a le vent en poupe. Je ne dis pas qu'il profite des déconvenues que nous regrettons d'ailleurs, d'abord en termes de sécurité, parce que nous volons souvent à bord de Boeing et nous voudrions bien que les avions atterrissent. Mais malgré tout, des déconvenues relatives de Boeing et à la veille quand même de l'apparition d'un concurrent chinois qui peut demain tenter avec succès de nous tailler quelques croupières. Enfin, pour l'instant, on profite de l'extraordinaire succès, M. Portarieux est là, je crois, de l'aéronautique, qui est principalement, pour ce qui concerne la France, localisée en Haute-Garonne, à Toulouse, et du textile. Le solde de la balance des services a affiché, quant à lui, un nouvel excédent à 31 milliards d'euros grâce aux bonnes performances du tourisme et des services financiers. Au total, le déficit de la balance courante s'est partiellement résorbé en passant de moins 54 milliards d'euros en 2022 à moins 34 milliards d'euros en 2023, ce qui signifie quand même que nous sommes structurellement à la peine. Je rappelle que cette balance commerciale, toute tendance confondue au niveau de l'Union européenne, est positive par rapport au reste. Donc nous avons un énorme travail à accomplir, que nous avons marqué des points, mais nous sommes encore loin du compte. Autre fait notable, la contribution en volume du commerce extérieur à la croissance est redevenue positive, de l'ordre de plus 0,6 points, après un impact négatif de moins 0,6 points en 2022. Et les parts de marché de la France se sont accrues pour atteindre au troisième trimestre 2023 2,7% du commerce mondial des biens. C'est intéressant parce que ça pose la question qui anime notre commission et notre Assemblée, de savoir si nous avons intérêt ou non à ouvrir notre commerce à l'extérieur ou pas. Là, les chiffres que vous donnez sont plutôt positifs et je ne doute pas que sur ces bancs, il y ait des attitudes, des prises de position qui marquent la limite de ce raisonnement. Le nombre d'exportateurs français a également continué de progresser sur les 12 derniers mois en s'établissant à 146 millions, quand même, ça n'allait pas. Mais j'ai beaucoup de mal à lire. 146 200 entreprises. Ces chiffres montrent que la politique engagée depuis 2017 a certains effets structurels et que notre pays peut trouver intérêt, mais c'est l'objet des débats entre nous, à s'inscrire dans le dynamisme du commerce international. Monsieur le ministre, votre audition intervient dans un contexte parlementaire particulier qui donnera sans doute lieu à des prises de parole des collègues sur le sujet d'aujourd'hui. En effet, le 21 mars dernier, le Sénat a examiné, dans le cadre de la niche du groupe parlementaire du groupe communiste républicain, citoyen, écologiste, le projet Kanaki, le projet de loi visant à organiser la ratification de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada.
le célèbre accord CETA, qui a en vérité été adopté en dernière lecture par notre Assemblée le 23 juillet 2010. Nos collègues 19, j'arrive pas du tout à lire, excusez-moi. Nos collègues sénateurs ont voté contre cette autorisation de ratification. Le groupe GDR a souhaité poser le problème dans une proposition de résolution qui a recueilli une très large approbation de la part de l'Assemblée nationale, avec un certain nombre de prises de position très réservées, la vôtre d'abord, celle du gouvernement, et je dois dire, au titre de mon groupe, pas au titre de la Commission, je n'avais pas qualité pour le faire au titre de la Commission, mais au titre de mon groupe, par moi-même, car je trouve qu'il y avait erreur en la matière. Mais c'est une question très importante qui se décompose en deux. D'une part, l'intérêt pour notre gouvernement, pour notre État, pardon, l'intérêt que nous avons à signer des accords de ce type avec un pays comme le Canada, et d'autre part, un problème de procédure. Alors, sur la question de la procédure, moi j'ai été assez net, mais c'est une opinion qui n'engage que moi. J'ai dit qu'il n'y avait pas du tout, contrairement à ce que disait mon estimable collègue, le président Chassaigne, il n'y avait pas méconnaissance de la démocratie, puisque cet accord comportait deux types de dispositions, des dispositions de caractère commercial qui étaient de la compétence de l'Union européenne et dont la ratification avait lieu d'être prononcée par le Parlement européen, ce qui avait été fait et ce qui a enclenché le mécanisme de mise en œuvre de ces dispositions. Et puis d'autre part, des dispositions relevant, comme on dit, de compétences partagées entre l'Union européenne et les États membres, et là qui requéraient l'accord, la ratification par les différentes assemblées nationales ou infranationales. Je rappelle que la Belgique en comporte au moins 4 ou 5, je crois, des États concernés. Et celles-là, ce sont celles-là qui sont gelées, et c'est assez logique, me semble-t-il, de dire que ce qui relève de l'Union européenne et qui a été ratifié par un Parlement démocratiquement élu, nous allons le démontrer d'ailleurs le 9 juin prochain en élisant des parlementaires européens, était légitime, et ce qui ne l'était pas était effectivement ce qui relevait de la compétence partagée et qui requérait un vote du Parlement. Alors là, sur la procédure, nous vous interrogeons effectivement, Monsieur le Ministre, pourquoi, à part des conditions politiques qui vous sont évidemment reprochées, nous sommes dans un monde ainsi fait, pourquoi avez-vous considéré qu'il fallait un peu plus de temps pour soumettre l'ensemble des dispositions du CETA à la ratification, bonne ou mauvaise, positive ou négative, de l'Assemblée nationale? Sur le fond, autre question qui est posée, nous voyons bien que quand on raisonne en termes de bilan, le bilan de l'accord pour la France, le bilan de l'accord avec le Canada, entre l'Union européenne et le Canada, est extrêmement positif. Nous voyons bien, en revanche, qu'il y a une objection de fond portée par les adversaires du CETA sur le fait que nous admettons dans notre circuit économique des échanges, des produits, des biens, des services qui ne sont pas, par définition, soumis à la réglementation communautaire, avec les effets d'absence de clauses miroirs qui sont repérés pour les uns. Alors, il y a ceux qui disent comme moi qu'en réalité, on voit que l'enjeu est très positif et que les effets négatifs, notamment en matière d'élevage bovin, sont très limités. Puis il y a ceux qui disent, comme M. Lecoq, par exemple, et d'autres, puisque je dis M. Lecoq parce que c'est son groupe qui a porté la disposition, qui disent non, il y a manquement à la solidarité. Donc il y a quand même un problème de fond. Est-ce que nous sommes fondés ou pas
à signer des accords commerciaux avec des États qui, par définition, ne représentent pas intégralement, n'appliquent pas intégralement nos réglementations, même s'ils partagent avec nous le souci démocratique, le souci de l'équité commerciale et le respect des accords de Paris. C'est une affaire assez compliquée. Enfin, et je dirais que au-delà de tout cela, il y a une question qui est, à mon avis, très importante et sur laquelle je me permets de vous interroger, et je termine, c'est la question de savoir comment nous nous situons dans l'Union européenne face aux grandes puissances étrangères et notamment face à la concurrence de pays qui sont soit très agressifs commercialement comme la Chine, soit très soucieux de maintenir leurs prérogatives nationales comme les États-Unis. Nous avons basculé d'un monde qui était fondé sur les règles de l'OMC, sur les règles de la régulation commune et partagée, vers, quand on voit les Chinois, on voit bien que compte tenu du fait qu'ils sont en situation difficile aux États-Unis, leur politique va être de se développer très fortement de notre côté, du côté de l'Europe, et il y a un problème important. Et deuxièmement, quand nous voyons les Américains, nous avons effectivement le sentiment que l'AERA et ce qui accompagne l'AERA est quelque chose qui est assez profondément défavorable à nos intérêts. Donc c'est ça, l'économie dont vous êtes responsable, Monsieur le ministre, est une économie difficile. Nous sommes confrontés à une situation délicate et nous voulons savoir comment vous l'abordez avec cette circonstance particulière et très grave, qui est que apparemment nous n'avons pas, et c'est là où je vous interroge, nous n'avons pas la même approche, les Français et les Allemands, de cette question. On voit bien que les Allemands ont envoyé des machines-outils aux Chinois et s'étonnent que les Chinois produisent avec des machines-outils des produits concurrentiels. Mais et les Allemands sont aussi conscients que la sécurité n'est plus totalement assurée par les États-Unis, mais ils jouent sur ces deux plans, économique et politique, ils jouent les prolongations. Ils voudraient que ça se maintienne, malgré l'invocation de l'ère nouvelle, il faudrait que ça se maintienne. Nous avons une approche très différente, apparemment, où nous disons le monde de demain est différent, l'Europe doit effectivement être consciente de ses intérêts propres et ne pas continuer à être une sorte de ville ouverte aux produits chinois et de solidarité politique très nécessaire, mais indifférente aux conséquences de la politique américaine. Donc il y a là, dans votre ministère, Monsieur le ministre, quelque chose de très important, qui est, vous êtes au cœur, je tiens à vous le dire, vous êtes au cœur du grand débat, d'un des grands débats géopolitiques de notre continent. Et sur ces questions, effectivement, nous sommes très heureux de vous interroger. Alors évidemment, j'ai comme d'habitude parlé beaucoup trop longtemps. Je vous ai posé des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, mais maintenant, c'est à vous. J'ai plus rien à rajouter, Monsieur le Président. Vous avez parlé évidemment avec beaucoup de pertinence des enjeux qui sont les nôtres. En tout cas, merci de me donner la possibilité d'échanger avec vous, de partager un certain nombre de convictions, de répondre à vos questions. Donc merci, Monsieur le Président, et Mesdames et Messieurs les députés. C'est un plaisir de pouvoir répondre à votre invitation ici en commission. Alors, vous avez rappelé des chiffres, peut-être pour présenter les choses de façon assez large et pour poser la situation. Vous avez présenté les chiffres de notre commerce extérieur qui sont tout à fait justes. Alors, il y a toujours des petites différences entre les chiffres des douanes et les chiffres de la Banque de France, mais bon, on est entre 20 effectivement et 30 milliards d'euros de déficit de la balance courante, avec en gros une centaine de milliards en 2023 de déficit des biens, un excédent des services de 37 milliards et un excédent des revenus à 23 milliards. Cette tendance 2023 qui est en amélioration nette pour les biens par rapport à 2022, une augmentation de 64 milliards d'euros sur notamment la bonne dynamique de nos exportations et en même temps la baisse du coût des importations d'hydrocarbures, vous l'avez dit.
Mais cette tendance s'accélère à l'amélioration, puisque par exemple sur le premier trimestre 2024, nous avions sur les biens un déficit de notre balance des biens de 17,6 milliards contre 29 milliards en 2023, et sur les services un excédent de 10 milliards contre un excédent de 7 milliards en 2023, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui hors revenus, mais si on fait biens et services, un déficit de 7,5 milliards pour le premier trimestre contre 21,8, presque 22 milliards, donc 3 fois plus en 2023. Donc les choses continuent de s'améliorer. La tendance est bonne, il faut continuer. Et nous avons pour cela une stratégie qui repose sur 3 piliers. D'abord, évidemment, la réindustrialisation. On ne peut pas imaginer exporter des produits si on ne les produit pas. Ça va sans dire, mais cette stratégie de réindustrialisation et plus largement de production, puisqu'il y a évidemment les productions agricoles, est au cœur de notre stratégie d'amélioration de notre balance commerciale. Pour cela, il faut continuer la politique d'amélioration de la compétitivité de notre pays, qui a un impact évidemment sur l'attractivité de notre pays, notamment pour les investissements étrangers, mais aussi pour le dynamisme et les investissements aussi de nos entreprises françaises en France, avec les résultats qu'on connaît, avec cette augmentation en net de création d'usines, d'emplois industriels, avec notre attractivité en matière d'investissement étranger qui fait que pour la 5e année consécutive, la France est le pays qui non seulement accueille le plus grand nombre de projets d'investissement étranger sur son sol en Europe, Grande-Bretagne inclus, mais aussi qui a la meilleure image auprès des investisseurs étrangers en termes d'attractivité. Je vais donner un chiffre sur 2023. Il y a eu 6 fois plus d'investissements industriels par des investisseurs étrangers en France qu'en Allemagne, 3 fois plus qu'en Grande-Bretagne, 10 fois plus qu'en Italie. On a eu 530, en gros, projets industriels en France par des investisseurs étrangers en 2023, quand il n'y a eu que, je crois, 90 en Allemagne. 90 versus 530. Ça, c'est le fruit d'une stratégie d'amélioration de la compétitivité, de réindustrialisation qui paye et qui nous permettra, à n'en pas douter, nous en sommes convaincus, de pouvoir continuer d'accélérer notre déploiement à l'international, surtout que nous faisons le pari de l'avenir grâce à France 2030 en investissant sur les secteurs d'avenir qui sont des secteurs si importants pour les exportations de demain. J'ajoute que nous considérons que pour améliorer notre compétitivité, il faut aussi jouer au niveau européen, que l'attractivité, la compétitivité de la France passe par la compétitivité et l'attractivité de l'Europe. Et vous savez que nous souhaitons qu'il y ait davantage d'investissements publics en soutien des investissements des entreprises, qu'il y ait aussi davantage d'investissements privés. Et pour ça, nous pensons qu'il faut aller vers plus d'union des marchés de capitaux au niveau européen. Et il faut qu'on continue de soutenir, y compris au niveau européen, davantage la recherche et le développement pour que les innovations d'aujourd'hui soient les productions et les exportations de demain. Deuxième pilier très important, c'est le pilier de l'accompagnement des entreprises dans leur déploiement à l'international. Vous avez évoqué les 146 000 entreprises. Effectivement, c'est beaucoup plus qu'il y a 7 ans. On n'était qu'autour de un peu plus de 120 000 il y a 7 ans. Et donc, on voit bien qu'un des éléments qu'on comprend bien, plus il y a d'entreprises qui exportent, plus on a aussi de produits exportés mécaniquement. Les Italiens sont à 200 000, les Allemands, grosso modo, à 300 000. Donc, il faut qu'on atteigne cet objectif qui est le nôtre à l'horizon 2030, d'avoir 200 000 entreprises françaises qui exportent. Mais on veut aussi qu'elles accélèrent pour celles qui exportent à l'international, notamment les grosses PME et les ETI, qui fait souvent la différence par rapport aux grosses PME et ETI allemandes et italiennes. Et donc, nous devons accélérer leur déploiement à l'international. Et pour ça, on a, depuis maintenant 2018, mis en place ce qu'on appelle la Team France Export, qui, dans les territoires, sous la houlette des régions, regroupe les différents partenaires qui travaillent aux côtés des entreprises. Bien sûr, notre opérateur Business France, bien sûr BPI France, les chambres de commerce et d'industrie, les conseillers du commerce extérieur de la France, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture,
également un certain nombre d'entreprises privées qui accompagnent les entreprises, qui sont regroupées notamment dans ce qu'on appelle l'OSCI. Bref, cette team France Export qui est au service des entreprises pour définir leur stratégie, les financer et les accompagner dans leurs projets de déploiement à l'international. Et puis, dans les pays cibles, dans les pays d'exportation, il y a aussi les équipes France dans ces pays-là, sous la houlette des ambassadeurs et des postes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec les services économiques de la Direction générale du Trésor, avec des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, quand elles existent, là, dans la plupart des grands pays, elles existent, avec des équipes potentiellement de Business France, de BPI France. Quand elles existent, elles sont souvent organisées d'une manière régionale, mais en tout cas, il y a aussi des équipes France à l'international. Et ce dispositif France, cette équipe France d'accompagnement a pour vocation de faciliter la stratégie des entreprises internationales, de trouver des partenaires, d'être présent dans des salons, de trouver des acheteurs, de pouvoir mieux comprendre l'organisation administrative, juridique des pays, essayer de faire en sorte aussi de leur donner les meilleures informations sur les priorités des pays en matière économique pour pouvoir être les plus performants pour répondre aux besoins de ces pays-là. Puis troisième levier, et notamment dans ce deuxième levier, il y a le fameux plan Oser l'export qu'a présenté mon prédécesseur Olivier Becht, avec un certain nombre de leviers que je pourrais évoquer plus largement si vous le souhaitez. Et puis troisième levier, c'est bien sûr celui de la politique commerciale. Alors, comme vous l'avez dit, qui n'est pas simplement française, mais qui est une politique commerciale européenne, mais où la France joue un rôle évidemment clé en tant qu'un des principaux pays de l'Union européenne, pour faire en sorte que cette politique commerciale, à la fois continue de nous permettre d'ouvrir des marchés pour nos entreprises à l'export, mais aussi lutte mieux contre les pratiques déloyales, exige davantage de réciprocité de nos partenaires, dans le cadre d'une politique moins naïve. Alors ce changement de paradigme a déjà commencé. Il a déjà commencé depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui avait décrit notamment dans son discours de la Sorbonne la nécessité de bâtir une autonomie stratégique qui passait par une politique commerciale moins naïve et qui prend acte, comme vous l'avez très bien décrit, Monsieur le Président, de l'évolution du paysage mondial du commerce, avec un ordre mondial qui n'existe quasiment plus, avec une OMC affaiblie, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec des acteurs qui s'affranchissent de plus en plus, y compris des acteurs occidentaux, des règles du commerce mondial. Et donc, nous avons la conviction qu'à la fois, il faut continuer d'essayer d'œuvrer à soutenir cet ordre mondial, à le défendre, à le promouvoir, en aidant notamment à la réforme et à la redynamisation de l'OMC. Je pourrais vous en dire un mot si vous le souhaitez tout à l'heure, puisque nous avions, il y a quelques semaines, la MC 13, la réunion ministérielle 13 de l'OMC, où malheureusement, à part quelques petites exceptions, les résultats sont très décevants. Nous prenons acte, malgré notre volonté de vivifier et de redynamiser l'OMC, que l'OMC ne joue plus le rôle qu'elle a pu jouer dans le passé, et que donc il faut que l'Europe se dote d'outils autonomes, d'une stratégie autonome pour veiller à protéger ses entreprises de pratiques déloyales ou d'absence de réciprocité. Et c'est pour ça que depuis maintenant plusieurs années, et notamment sous présidence française de l'Union européenne, ont été votés un certain nombre d'outils dans la boîte à outils de cette défense européenne qui permettent de mieux lutter contre les pratiques déloyales ou l'absence de réciprocité. Je peux vous en citer par exemple un ou deux. D'abord, par exemple, l'outil de réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. On est dans une situation folle où l'Europe ouvre ses marchés publics, qu'ils soient européens, nationaux, régionaux, départementaux, locaux, aux entreprises du monde entier, alors même que nos partenaires du monde n'ouvrent pas la totalité de leurs marchés publics, voire pas du tout, à nos entreprises. En gros, on a accès à 50% des marchés publics dans le monde, hors Union européenne, 30% au Japon, 30% aux États-Unis et quasiment aucun marché public en Chine. Et donc, nous avons mis en place un instrument qui nous permet, secteur par secteur, de dire à un partenaire en bilatéral, écoutez, vous n'ouvrez pas manifestement après une enquête vos marchés publics dans ce secteur d'activité-là aux entreprises européennes, ou alors vous le faites d'une façon biaisée, eh bien nous avons la possibilité de réagir, soit de bloquer vos produits
à la réponse, si je puis dire, à nos marchés publics, soit nous les pénalisons, nous les dégradons, ou nous leur mettons une note qui risque de les pénaliser dans la réponse à nos marchés publics en Europe. Il y a un premier exemple de la mise en œuvre de cet instrument, c'est l'exemple des dispositifs médicaux chinois, où une enquête est actuellement en cours par la Commission, puisque nos produits européens ne peuvent pas répondre aux marchés publics en matière de dispositifs médicaux en Chine. Et donc, à l'issue de cette enquête, la Commission va proposer au Conseil de prendre des décisions, je ne sais pas encore lesquelles, mais qui peuvent aller du blocage des produits chinois au marché public européen jusqu'à la pénalité ou la pénalisation de ces produits chinois en Europe. Un autre exemple, c'est l'exemple de cet instrument qui vise à prendre en compte des subventions abusives dans le marché intérieur européen. Vous savez qu'on avait d'ores et déjà un instrument qui permet de lutter contre les subventions abusives dans les pays tiers. C'est le cas, par exemple, de cette enquête sur les subventions sur les véhicules électriques chinois. Mais nous n'avions pas d'outils pour lutter contre les subventions dans le marché intérieur qui viennent impacter le marché intérieur, par exemple en subventionnant des entreprises du marché intérieur qui répondent à des appels d'offres européens. Et donc, on a là, grâce à ça, la possibilité de mieux lutter contre la totalité des pratiques distorsives en matière de subventions. Et puis, bien sûr, et je voudrais insister là-dessus, nous avons pris la décision aussi, à travers cette politique commerciale, de prendre mieux en compte les grands biens de l'humanité qui sont regroupés d'une manière ou d'une autre dans le développement durable. L'idée étant que la politique commerciale peut être un levier pour faire avancer un certain nombre d'autres préoccupations, comme la lutte contre la déforestation, la lutte contre le réchauffement climatique, les droits humains, les droits sociaux, la déforestation. Et c'est le cas, par exemple, avec un certain nombre de mesures miroirs, fameuses mesures miroirs, qui permettent d'exiger de la réciprocité dans les normes de production qui ont un impact soit sur l'environnement, soit sur les droits sociaux, soit sur la déforestation. Et vous avez toute une série de mesures miroirs, soit qui sont d'ores et déjà en œuvre, soit qui vont le devenir dans les semaines et les mois qui viennent parce qu'elles ont été votées. Je pense par exemple à une mesure miroir qui est d'ores et déjà en application, qui est la mesure miroir sur l'utilisation des hormones comme facteur de croissance, et je vais en parler pour le CETA juste après. Cette mesure miroir d'ores et déjà existe et empêche le bœuf aux hormones, qu'il soit canadien, néo-zélandais, chilien, américain, d'entrer sur le marché européen. C'est un fait, ça existe et c'est le cas. Et d'autres mesures miroirs qui ont déjà été votées, qui vont rentrer en application. Je pense à la mesure miroir concernant les antibiotiques utilisés comme facteurs de croissance. C'est déjà appliqué en France, puisque vous savez que Julien Normandie, par anticipation de l'entrée en vigueur de cette mesure miroir, avait pris des dispositions par décret en France. Et donc, en France, sur le marché français, on peut d'ores et déjà pu importer du bœuf, par exemple, élevé avec des antibiotiques comme facteur de croissance. Mais c'est le cas aussi de la mesure miroir sur la déforestation importée, sur un certain nombre de produits. Je pense au cacao, je pense au café, je pense au soja, je pense à l'huile de palme, par exemple, qui peuvent, ces importations, être impactées par le fait qu'ils ont été produits avec de la déforestation, en tout cas ayant entraîné la déforestation. Et nous avons maintenant un outil juridique qui nous permet de lutter contre ces importations qui ont créé des perturbations environnementales avec de la déforestation, où c'est d'une certaine façon, il y a débat sur savoir si c'est absolument une mesure miroir, mais on peut parler évidemment des taxes carbone aux frontières, ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui permet là aussi de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre importées grâce à ce mécanisme. Un petit focus spécifique sur l'ouverture des marchés. J'ai tout de suite été sur la politique de défense, mais quand on dit on veut continuer d'avoir une politique pour ouvrir les marchés, ça veut dire d'abord que nous nous assurions bien que les marchés qui sont ouverts, notamment à travers des accords commerciaux ouverts d'une façon plus forte et plus facile, les engagements de nos partenaires soient respectés. Et vous savez que la France a souhaité
le président de la République a souhaité qu'il puisse y avoir au sein de l'Union européenne la mise en place d'un procureur commercial qui veille à la bonne application des accords. C'est le Français Denis Redonnet qui est aujourd'hui en responsabilité. Un service spécifique au sein de la DG Trade a été créé et qui œuvre au quotidien avec les entreprises pour s'assurer que les engagements de nos partenaires sont bien respectés. Et puis, nous souhaitons continuer de bâtir des partenariats avec des pays avec lesquels nous avons des liens particuliers. Alors, ça peut être des accords commerciaux, mais ça peut être aussi des accords de partenariat, ça peut être des accords spécifiques sur un sujet en particulier. Je pense par exemple aux métaux critiques. Bref, une boîte à outils d'accords qui permet d'améliorer le commerce entre l'Europe et des partenaires à l'extérieur de l'Union européenne. Quand il s'agit, quant aux accords commerciaux, c'est quoi un accord commercial? C'est un outil qui permet de faciliter les échanges en limitant les droits de douane, en limitant les barrières non tarifaires, en limitant les quotas, à condition de respecter un certain nombre de critères qui sont négociés entre l'Union européenne et ses partenaires. Et donc, c'est une façon d'encadrer les échanges. Sans accords commerciaux, il y a bien évidemment des échanges. Ça n'empêche pas les échanges de ne pas avoir d'accords commerciaux, mais s'il y a des accords commerciaux, ça les facilite dans des conditions qui sont en théorie meilleures. Et c'est là où il est important de s'assurer que ces conditions sont meilleures. Et donc, il peut y avoir des bons accords bien négociés, des accords qui sont moins bien négociés, qu'il ne faut pas soutenir. C'est pour ça que, par exemple, la France ne soutient pas l'accord avec la zone du Mercosur, mais soutient avec beaucoup de force l'accord, comme vous l'avez compris, l'accord avec le CETA, qui nous paraît un accord bâti... Après votre discours, on aurait eu du mal à ne pas le comprendre. Un accord qui, non seulement a été négocié avec un partenaire démocratique, grand ami de la France, francophone, avec qui nous partageons à peu près la totalité des combats au niveau international et au niveau global sur le développement durable, justement, donc sur le réchauffement climatique, sur la biodiversité, sur la forêt, sur les océans, sur les droits sociaux, sur les droits humains, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, avec qui nous entretenons des relations étroites, avec qui nous sommes en plein dialogue permanent, y compris au niveau commercial, et qui est très à l'écoute des demandes de l'Union européenne, et qui notamment a été très à l'écoute des demandes de mes prédécesseurs pour prendre en compte un certain nombre de préoccupations françaises, en plus des préoccupations européennes. D'autre part, un accord qui, dans sa mise en œuvre provisoire, a démontré à quel point il était utile pour notre économie dans tous les secteurs, parce que nous exportons davantage dans des secteurs que vous avez rappelés, dans les textiles, dans la chimie, dans les cosmétiques, mais aussi, et bien d'autres, mais aussi dans l'agriculture. Mais dans l'agriculture aussi, je pense à l'augmentation très forte des exportations de produits laitiers, de vins et spiritueux, de fromage. Vous savez que je suis très sensible à la question du fromage en tant qu'ancien maire de Coulommiers, et notamment parce que dans cet accord a été protégé quelque chose auquel nous sommes très attachés et qui a été un effort considérable pour les Canadiens qui sont plutôt dans une tradition anglo-saxonne de protection des marques, a accepté de protéger les indications géographiques, c'est-à-dire l'attachement entre une production et un terroir, l'attachement entre un terroir et des modes un savoir-faire attaché à un terroir. Et donc, ce secteur agricole a vu son excédent commercial tripler en 6-7 ans depuis la mise en œuvre provisoire de l'accord, ce qui montre à quel point il est bénéfique aussi sur le secteur agricole. Et nous avons suivi de très près les filières sensibles, qui sont des filières que nous suivons évidemment avec beaucoup de précision et de sérieux, notamment le bœuf. Et on a vu que très clairement, il n'y a pas eu d'augmentation d'exportation de bœuf canadien vers l'Union européenne et vers la France spécifiquement. D'ailleurs, c'est des volumes très limités, mais on est même excédentaire en matière de bœuf. Pour la raison toute simple, c'est que nous avons, contrairement à ce que parfois certains ont dit, justement une mesure miroir qui s'applique dans la législation européenne, empêchant le bœuf aux hormones d'entrer sur le marché européen. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'exportation de bœuf canadien qui est pour la plupart élevé avec des hormones, vers l'Union européenne. Alors, évidemment, certaines personnes ont joué sur les mots. Ils ont dit, bah oui, mais non, il n'y a pas
de clause miroir dans l'accord. Oui, effectivement, il n'y a pas de clause en tant que telle dans l'accord, mais il y a une mesure miroir qui est plus forte, qui est dans la législation européenne et qui s'applique aussi aux pays, qui s'applique à tous les pays tiers de l'Union européenne et qui s'applique aussi au Canada et à tous les pays avec lesquels nous avons des accords commerciaux. Ça, c'est sur le fond des exportations. Sur les importations, parce que c'est vrai que nous sommes à peu près en équilibre entre les exportations et les importations avec le Canada. Donc il y a une augmentation des exportations vers le Canada, mais il y a aussi une augmentation des importations. Mais si je puis dire, ce sont des bonnes importations. C'est quoi? Ce sont notamment des matières premières, à commencer par l'uranium. On préfère acheter l'uranium au Canada que de l'acheter à d'autres pays. On a pu acheter aussi un certain nombre d'autres denrées comme matières premières, comme les hydrocarbures. Et puis nous avons une augmentation d'un certain nombre de produits manufacturés et de matériel de transport. Je pense par exemple à Airbus qui l'Europe importe des Airbus A220 qui sont le fruit de l'acquisition par Airbus de Bombardier et sont des avions qui bénéficient d'une grande partie de savoir-faire européen et qui donc quelque part sont le fruit de ces chaînes de valeur très entrecroisées, entremêlées entre le Canada et l'Union européenne, que nous appelons de nos voeux, puisque c'est au service de qualité de produits, au service des exportations européennes et des exportations canadiennes. En ce qui concerne la procédure, il y a eu, comme vous l'avez rappelé, un vote positif sur le projet de loi de ratification en 2019, après un long débat, et dans ces débats, notamment, beaucoup de choses ont été dites en disant que ça allait être la catastrophe avec cet accord, on allait être envahi par le bœuf canadien, que ça allait être très mauvais pour toutes nos entreprises. La réalité, c'est que donc nous avons voulu nous donner du temps pour voir quelle était effectivement la réalité de la mise en œuvre provisoire de cet accord. D'ailleurs, on n'est pas les seuls pays à l'avoir fait, puisqu'il y a 10 pays qui n'ont pas été jusqu'au bout du processus de ratification pour mesurer d'une façon très concrète, pas simplement avec des études d'impact futures, mais avec du concret de réalisation d'activités, si c'était un bon accord, un mauvais accord. Manifestement, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est un bon accord. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité le mettre tout de suite au Sénat pour laisser du temps. Les communistes au Sénat ont mis à l'ordre du jour. Nous avons évidemment dit ce que nous en pensions. Il y a eu un vote négatif que je regrette. Et il nous semblait, de ce fait, utile de répondre encore à un certain nombre de questionnements des parlementaires, notamment sur la question des mesures miroirs. C'est pour la raison pour laquelle le Premier ministre a lancé une mission pour auditer la mise en œuvre actuelle des mesures miroirs et peut-être réfléchir aux futures mesures miroirs qu'il faudrait mettre en œuvre au niveau européen et qui pourraient être dans la feuille de route de la nouvelle Commission. Et donc une mission parlementaire vient d'être lancée auprès de M. Daniel Fargeot, sénateur, et Benoît Mournet, député, qui devra rendre ses conclusions d'ici à la fin de l'année sur les mesures miroirs. Et nous attendons aussi l'audit de mise en œuvre provisoire de cet accord par la Commission, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Mais bien évidemment, le gouvernement ressaisira l'Assemblée nationale pour aller jusqu'au bout de la ratification, parce que c'est le processus légal normal. Voilà, Monsieur le Président, j'étais peut-être un peu long, mais je voulais répondre aussi à un certain nombre de vos questions, et je suis bien évidemment à la disposition des députés. Non, vous n'auriez été trop long que si je ne l'avais pas été moi-même. Maintenant, ce sont les groupes politiques qui vont s'exprimer après cette substantielle exposé de votre part, et le premier intervenant, c'est pour le groupe Renaissance, Monsieur Philippe Emmanuel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le 13 mai dernier était organisé le sommet Choose France, rendez-vous annuel incontournable dans l'agenda des industriels et des investisseurs, où des entreprises étrangères ont annoncé des montants d'investissement records dans notre pays. 56 projets représentant 15 milliards d'euros d'investissement, créant ainsi 10 000 emplois en France. Comme président du groupe d'études Cheval, je ne peux m'empêcher de vous dire qu'en marge de cet événement se tenait la conférence internationale sur le cheval, avec plus de 80 pays participants, ravis d'écouter des initiatives innovantes de la France sur cette filière. La France conserve pour la 5e année consécutive son titre de championne d'Europe de l'attractivité.
en dépit d'un contexte international tendu et marqué par des tensions géopolitiques fortes, des tendances inflationnistes à l'échelle mondiale. Depuis 7 ans, ce n'est pas moins de 10 451 projets d'investissement étrangers dans l'Hexagone sur la période 2017-2023. Plus de 300 000 emplois maintenus ou créés, et ce, partout en France. Ces projets s'inscrivent dans les priorités du gouvernement pour assurer la réindustrialisation de la France et positionner notre pays au cœur de la production dans des filières stratégiques. Sous l'impulsion du président de la République et de votre action, monsieur le ministre, nous avons su mettre en place des partenariats durables et équilibrés, des réformes ambitieuses pour la compétitivité française, à la hauteur de nos ambitions écologiques et technologiques. Ces résultats, nous les devons à une politique inchangée depuis 2017, avec la création d'un cadre normatif favorable, une stabilité fiscale et une stratégie énergétique axée sur la décarbonisation et la transition écologique. Contrairement à ce que pensent les eurosceptiques, l'ouverture dans notre pays contribue à sa richesse et à l'emploi de nos concitoyens partout en France. Alors, monsieur le ministre, comment comptez-vous maintenir et consolider l'attractivité économique et financière de notre pays dans les prochains mois et les années à venir? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député des Yvelines. Monsieur le ministre. Bien, merci beaucoup, monsieur le député. Je vais parvenir sur vos propos et sur ceux que j'ai eus sur l'attractivité et les résultats, mais clairement, on ne veut pas se reposer sur nos lauriers. Ça passe par d'abord de la stabilité, vous l'avez dit, et de la prévisibilité. Donc, il n'est évidemment pas question de changer notre stratégie, notamment en matière fiscale. Un des éléments clés de l'attractivité du pays, c'est le fait que nous avons baissé les impôts des entreprises et que nous voulons maintenir, voire accélérer dans cette partie fiscale. Je pense notamment à la question de la fiscalité sur la production, l'impôt de production. Deuxièmement, c'est de simplifier la vie des entreprises, avec notamment un projet de loi qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale et une proposition de loi qui va aussi dans le sens de la simplification, notamment en ce qui concerne la place financière et le service financier. Et les services financiers, la PPL Holroyd, un député que vous connaissez bien ici, et qui a un impact notamment sur la simplification des exportateurs avec une dématérialisation, digitalisation des démarches administratives de financement des entreprises, sur les lettres de crédit par exemple. Et ensuite, c'est de continuer à soutenir l'investissement dans l'innovation, dans la recherche et le développement et dans la formation. Ces piliers-là, notamment à travers France 2030, notamment à travers la réforme de la formation professionnelle, que nous comptons continuer d'améliorer l'attractivité du pays. Je vous remercie. Pour le Rassemblement national, c'est monsieur le député de l'Oise, monsieur Guignot, qui va porter la parole de son groupe. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, le 30 mai 2024 s'est réuni à Bruxelles le Conseil des affaires étrangères dans sa formation commerce. Dans les activités non législatives évoquées à l'ordre du jour figurait notamment un état d'avancement sur les relations commerciales et d'investissement entre l'Union européenne et l'Afrique, sans plus de détails. Le compte-rendu fait figurer que cet état d'avancement a fait l'objet d'une approbation du Conseil représenté pour la France par M. Legdis Costa. Cette discussion aurait porté sur les moyens d'approfondir nos relations afin de mettre en place un partenariat mutuellement bénéfique aux échelons multilatéral, continental, régional et bilatéral. L'Union européenne est en effet le principal partenaire commercial de l'Afrique, son premier investisseur et son principal donateur d'aide publique au développement. Plus de 90% des exportations des pays africains entrent dans l'UE en franchise de droits, notamment de douane, donc parce qu'elles sont couvertes par le système généralisé de préférence, par les accords de partenariat économique avec l'Afrique subsaharienne ou par les accords de libre-échange avec certains pays d'Afrique du Nord. Il paraît hypocrite de dire que nous avons une balance commerciale positive avec les pays d'Afrique quand nous investissons autant de moyens. En effet, le 6e sommet Union européenne, Union africaine aura acté d'un investissement européen s'élevant à 150 milliards d'euros pour ce continent. Cet investissement fait suite aux 40 milliards déployés en 2019 pour la santé, d'un fonds d'urgence de l'UE pour l'Afrique
de 5 milliards et l'infinancement du Fonds européen de développement qui a déployé 30 milliards pour l'Afrique entre 2014 et 2020. Nous sommes le premier partenaire commercial avec l'Afrique, mais nous avons pourtant une balance commerciale déséquilibrée avec le continent, avec près de 8,4 milliards d'euros de déficit pour 2023, selon les chiffres de la Commission européenne. Quel est l'intérêt pour l'Union européenne, Monsieur le ministre, d'accepter les importations à un continent qui ne paie pas de droits et n'est pas limité en termes d'export? Pour fonctionner convenablement, l'Union européenne ne devrait-elle pas faire d'abord majoritairement appel à ses producteurs et protéger un peu sa balance commerciale en fiscalisant peut-être un peu davantage des produits venant de l'étranger? Ou alors, l'Union européenne de Monsieur le Président Macron serait-elle synonyme d'un élargissement jusqu'à l'Afrique? Tous les indicateurs tendent à montrer que la liberté de circulation des biens et personnes est strictement la même entre l'UE et l'Afrique que dans l'espace Schengen. En somme, Monsieur le ministre, quel a été le bilan qui vous a été présenté au sujet, j'ai fini, des relations commerciales et d'investissement entre l'UE et l'Afrique? Merci. Je vous remercie. Je vous félicite d'avoir tenu en 2 minutes 30 après un texte aussi dense. Et, oui, Monsieur le Président. Et toutes mes excuses tout à l'heure, c'est parce que j'ai oublié de prendre mon petit cachet pour le diabète. Et du coup, j'ai eu un petit... Non, mais merci. Vous avez réagi très vite. Et je me permets de vous conseiller, en général, si vous voulez être pleinement entendu, il faut parler un peu plus lentement, surtout pour des vieillards un peu fatigués comme moi. Monsieur le ministre. D'abord, vous avez... D'abord, monsieur le député, vous avez évoqué... c'était notre ambassadeur qui représentait la France au Conseil commerce. Évidemment, c'était le 30 mai et j'étais ici dans l'hémicycle pour représenter le gouvernement au banc suite à la proposition de résolution. C'était en même temps du groupe communiste sur le CETA et c'était en même temps que était organisée la réunion du Conseil commerce à Bruxelles. Et deuxièmement, vous dire que oui, a été évoquée la question de l'Afrique, et vous le savez, évidemment, une priorité européenne et française, comment non seulement accompagner le développement de l'Afrique, qui est à nos yeux absolument clé pour l'avenir du continent européen, notamment, et pas seulement, mais notamment pour la question migratoire, mais aussi tout simplement pour bâtir des partenariats, des échanges commerciaux utiles pour l'économie africaine et l'économie européenne. Pour ce faire, nous pensons qu'il est important de bâtir là aussi des partenariats gagnant-gagnant, des acteurs de partenariat économique pour faciliter les investissements durables. C'est le cas par exemple de l'accord que nous venons de signer entre l'Union européenne et le Kenya en 2023 avec en application 2024 et qui va permettre de mieux échanger et mieux travailler avec le Kenya, qui est un pays d'Afrique centrale, Afrique de l'Est. C'est aussi en faisant en sorte de rompre avec le discours parfois pessimiste de la baisse de la présence française en Afrique en matière économique, alors même que nous avons des bons chiffres avec un certain nombre de nos partenaires, pas tous, mais avec un certain nombre de nos partenaires, et que, comme vous l'avez rappelé, il y a dans un grand nombre de zones des excédents commerciaux européens, que nous souhaitons, et ça a été partagé par les Européens, continuer de bâtir des partenariats qui permettent aussi de créer la valeur en Afrique, et notamment en ce qui concerne la transformation des matières premières, pour qu'il y en ait une partie de ces matières premières transformées en Afrique. C'est bon pour l'environnement et c'est bon aussi pour la croissance économique de ces pays. Que nous pensons aussi qu'il est important de moderniser un certain nombre d'outils d'accompagnement, notamment en matière de financement. Et c'est ce que nous faisons avec notamment les instruments du Trésor. Je pense aux FASEP, qui sont des dons pour accompagner un certain nombre de projets innovants. Je pense évidemment auprès du Trésor. Je pense aux garanties BPI. Et je pense à ce que fait l'AFD, qui de plus en plus essaye d'accompagner aussi des projets qui ont un intérêt derrière économique de création de valeur pour les acteurs économiques localement, et de budget européen, avec notamment les budgets Global Gateway auxquels vous avez fait allusion.
Je voudrais mettre peut-être en avant quelques beaux projets, le métro d'Abidjan, le commuteur au Kenya avec un prêt du Trésor de 128 000 euros, le barrage hydroélectrique de Koïcha en Éthiopie pour 2,8 milliards d'euros. Et donc nous voulons continuer cette stratégie de nouveaux partenariats avec l'Afrique, en continuant d'aller dans l'Afrique francophone, bien sûr, et ce n'est pas le ministre de la francophonie qui dirait le contraire, mais aussi dans la zone lusophone ou dans la zone anglophone. Je me rendrai d'ailleurs très prochainement au Kenya. Je vous remercie. Maintenant, c'est pour la France insoumise. C'est monsieur le député du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo. Carlos, c'est à vous de vous exprimer. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Vous avez débattu au Conseil des affaires étrangères dans sa formation au commerce de la manière dont la politique commerciale de l'Union européenne peut contribuer à réduire l'incidence négative pour les entreprises de l'UE face aux défis géopolitiques actuels, les différentes guerres dans le monde, la transition énergétique. Je souhaiterais aborder avec vous, afin de vous entendre, que vous puissiez éclairer notre commission sur l'aspect de la cohérence de la politique commerciale de l'UE sur les matières critiques indispensables pour la transition écologique et numérique. Il est incontestable que l'Afrique est un continent pourvoyeur en matières premières et que l'UE est le principal partenaire commercial de l'Afrique. Le sous-sol africain regorge de minerais essentiels au commerce et à l'industrie. Ces minéraux sont très largement utilisés dans les équipements électroniques, téléphones portables, ordinateurs, systèmes automobiles et aéronautiques. En avril 2022, un rapport publié par Global Witness a rassemblé des preuves démontrant l'insuffisance des mécanismes de contrôle qui permettent le blanchiment des minerais produits grâce au travail des enfants ou provenant de mines contrôlées par des milices. Pourtant, de nombreuses entreprises de l'Union européenne continuent de s'approvisionner en minerais qui font même, pour une partie, l'objet du trafic de contrebande. Le rapport s'appuie sur des recherches de terrain, sur des entretiens avec des acteurs politiques, sociétés civiles, du secteur minier et du monde universitaire, mais aussi des dizaines de vidéos filmées par des chercheurs locaux que Global Witness a pu consulter. Les recherches de cette enquête corroborent les observations d'autres organismes fiables comme l'ONU et l'Institut de recherche belge International Peace Information Service, ainsi que le rapport récent de Martin Mofali. Malgré l'ensemble de ces éléments, l'UE a signé un protocole d'accord le 19 février entre Bruxelles et Kigali sur les chaînes de valeur durables sur les matières premières, alors même qu'une milice rebelle, le M23, soutenue par le Rwanda, a récemment provoqué un bombardement à Mukunga dans un camp de déplacés près de Goma. Comment, Monsieur le Ministre, un tel accord a pu être signé ou sous quelles conditions? Ensuite, ma deuxième question porte sur les échanges commerciaux entre l'UE et Israël. Il y a à ce jour 40 000 morts à Gaza et ensuite des morts encore sous les décombres. Le procureur de la Cour pénale internationale a récemment émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahu et de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés à Gaza. Au vu de ces éléments, il convient de s'interroger sur l'accord d'association entre l'UE et Israël, qui est récemment dénoncé par des milliers de manifestants français. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le ministre. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, oui, la France et l'Union européenne sont alignées en ce qui concerne la stratégie en matière de sécurisation des approvisionnements en matière de métaux critiques, à la fois avec une politique publique et un soutien au secteur privé. Nous avons notamment en France un secteur privé qui est à la pointe, à la fois au niveau de l'extraction et du traitement de ces métaux critiques. C'est le cas notamment de France 2030, et il y a des projets qui sont en cours, notamment par exemple sur le recyclage des terres rares par les entreprises Carester et Solvay à La Rochelle. Ensuite, la diversification de nos approvisionnements, c'est un point absolument clé, notamment pour se dérisquer par rapport à la Chine, qui est un des grands fournisseurs, vous le savez, mondial de métaux critiques. Ça passe par des accords commerciaux, des accords de partenariat, accords commerciaux par exemple avec le Chili, accords commerciaux par exemple le Canada. Je me suis moi-même rendu dans les mines d'uranium d'Orano au nord du Saskatchewan lors de ma visite au Canada, mais aussi d'autres types de partenariats, notamment avec des partenariats spécifiques sur les métaux critiques, comme par exemple celui qui a été scellé en 2024 entre l'Australie et l'Union européenne. Et puis, c'est de promouvoir, et c'est le point que vous mettiez en avant, un approvisionnement durable et respectueux d'un certain nombre de valeurs auxquelles nous croyons.
à commencer par les droits humains, les droits sociaux. Vous savez que vient d'être votée une directive européenne sur le devoir de vigilance et qui, notamment, va imposer aux entreprises européennes de vérifier quelles sont ces chaînes d'approvisionnement et si les chaînes d'approvisionnement sont respectueuses de ce à quoi nous croyons en matière de RSE et notamment en matière de travail forcé, en matière de travail des enfants, en matière de respect des droits sociaux. D'autre part, a été voté un instrument dit autonome européen sur le travail forcé, pour là aussi demander aux entreprises de s'assurer que l'approvisionnement, et notamment en matière de matériaux critiques, n'est pas le fruit de travail forcé. Et nous regardons bien évidemment chaque cas avec chaque pays, avec des évolutions qui sont permanentes, mais avec la nécessité de bâtir des partenariats sur le long terme pour assurer notre résilience en matière d'approvisionnement sur ces métaux si critiques. Ensuite, concernant spécifiquement la question d'Israël, je vous reporte aux réponses qu'a formulées le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous souhaitons toujours veiller à ce qu'il puisse y avoir une solution à 2 États et nous mobilisons toute l'énergie qu'il est nécessaire pour ce faire. J'ai quand même le sentiment que sur ce devoir de vigilance, on confie aux entreprises des responsabilités qui sont plutôt celles de la puissance publique, qu'elle soit européenne ou nationale. C'est quand même extrêmement difficile pour des entreprises de faire la police des sociétés auxquelles elles font affaire. C'est quand même une responsabilité collective. Je comprends très bien le souci, je le partage entièrement, mais je crois qu'il y a une façon de la part et de l'Union européenne et de nos États de battre leur coulpe sur la poitrine des autres. Moi, je le trouve un peu particulier, mais peut-être vous voulez préciser les choses. Non, c'est pas particulier. Ça permet malgré tout de sensibiliser les entreprises qui sont au quotidien avec leurs fournisseurs et qui doivent faire ce travail de vigilance qui est absolument clé et qui aussi n'est pas, je veux dire, qui n'empêche pas les États aussi de faire leur travail. Sur le travail forcé, par exemple, sur l'instrument autonome, c'est les États qui doivent s'assurer et qui ont la responsabilité de s'assurer qu'il n'y ait pas de travail forcé. Donc c'est une complémentarité entre le travail et la responsabilité des entreprises de ne pas faire comme s'il n'y avait pas des réalités face à leur engagement citoyen et l'engagement en matière de RSE, et d'autre part aux États de s'assurer que les règles auxquelles nous croyons sont bien respectées. Je comprends très bien, je crois que le partage des responsabilités gagnerait à l'avenir, et vous en conviendrez, à être précisé. Pour les Républicains, c'est M. Forissier qui a la parole. Monsieur le député de l'Indre, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de votre présentation très synthétique et complète du champ d'action de votre ministère. Moi, j'aurais 3 questions au nom des Républicains, 3 questions très précises. La première concerne la Team France Export, le dispositif public d'appui à l'export. C'est un sujet sur lequel je me permets de dire que j'ai beaucoup travaillé dans le passé, et j'observe qu'enfin, on a abouti à mettre en œuvre ce qui était demandé par certains, dont moi-même, depuis plus de 25 ou 30 ans, c'est-à-dire une équipe de France. C'est-à-dire qu'on a essayé de rassembler autour de la même table des acteurs qui travaillent toujours ou bien souvent de façon dispersée. Est-ce que vous avez le sentiment que cette Team France Export, vous avez cité vous-même les nombreux intervenants qui existent encore, les chambres, etc., les régions, fonctionne? Est-ce que vous avez le sentiment que cette Team France Export est à la hauteur de ce que font nos concurrents? Et je pense notamment en termes budgétaires. Je veux juste un exemple. La subvention à l'équivalent de Business France en Italie, c'est 2 fois ce qui est donné à Business France, subvention de l'État, dont je rappelle qu'elle ne couvre pas aujourd'hui les frais salariaux de Business France. Donc il y a un problème de recettes et de fragilité. Les Italiens font beaucoup plus et par ailleurs, ils ont 200 000 exportateurs, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait franchir une nouvelle étape, très très concrètement, sur ces questions du dispositif public d'appui à l'export? Un mot sur le CETA. Moi, je soutiens à fond le CETA. Je pense que c'est un excellent accord qui n'a rien à voir avec d'autres accords en discussion. Je sais qu'il y a
dans mon groupe des interrogations, voire des inquiétudes qui ont d'ailleurs été exprimées récemment encore. Et la question que je me pose, c'est au fond, est-ce qu'on n'a pas un problème de transparence plus que de clause miroir? J'ai pu en parler, j'ai eu la chance d'en parler avec l'ambassadeur Dion, ambassadeur du Canada en France la semaine dernière, qui est un homme d'État remarquable, qui disait « Nous avons déjà donné un certain nombre de clarifications », dit-il. C'est le mot utilisé. Moi, je m'interroge sur les modes de contrôle, notamment en matière bovine, qui sont mis en œuvre. Est-ce que l'État est suffisamment présent, a suffisamment négocié avec les autorités canadiennes pour s'assurer qu'effectivement les clauses sont respectées, pour rassurer, je pense bien sûr à la Fédération nationale bovine, mais à d'autres organisations, les producteurs français. Enfin, troisième point, les investissements étrangers en France. Très brièvement, Monsieur le Président, vous avez rappelé tout à l'heure que nous sommes la première destination des investissements étrangers en Europe. On en est fiers. Mais quand on regarde les études, on regarde dans le détail et on voit bien que, par contre, les projets d'installation ou les installations en France sont beaucoup moins producteurs d'emplois que dans les autres pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que le gouvernement a des réponses qu'il prépare pour essayer d'augmenter la teneur en emploi de ces investissements étrangers en France? Je vous remercie, monsieur le député. Excellente question du député Forissier auquel vous allez répondre. Sur ce point, c'est une question des moyennes. En fait, il n'y a pas moins de gros projets que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Simplement, il y a plus de projets en tout et notamment plus de petits projets. Et donc, évidemment, ça crée une moyenne inférieure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant toujours ce sujet, il y a un bémol à ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle les gigafactories, où là, par rapport à d'autres pays, on manque de rapidité, de réaction pour trouver un terrain et permettre à l'entreprise de construire. Et c'est donc ce à quoi nous travaillons pour que dans une espèce de deuxième étape de la loi Industrie verte, on puisse aller encore beaucoup plus vite pour permettre à ces gigafactories de s'installer aussi dans notre pays. Mais en termes de nombre de projets de plus de 250 salariés, il n'y en a pas moins en Allemagne, en France qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Par contre, on a beaucoup plus de petits et qui sont notamment des produits de réinvestissement à la suite de premiers investissements il y a quelques années d'investisseurs étrangers. Ça veut dire qu'ils sont satisfaits d'avoir fait le choix de la France il y a quelques années et qui veulent continuer d'investir, moderniser leurs usines, augmenter leurs capacités. Sur la Team France Export, oui, nous chassons plus en meute qu'il y a quelques années. Nous avons des partenaires qui sont aujourd'hui beaucoup plus en échange permanent. Moi, je vois fonctionner par exemple les chambres de commerce et BPI France et Business France. Il y a quelques années, c'était inimaginable à quel point ils échangeaient entre Laurent Saint-Martin et Lundi Crescenzo, qui est le président de CCI France. C'est en permanence, ils s'appellent, ils mettent en place des plans d'action, ils communiquent, ils animent d'une façon coordonnée leurs conseillers export sur le terrain, puisque vous savez que sur le terrain, il y a à la fois des conseillers Business France et des conseillers CCI France, mais qui finalement dont l'animation est pensée ensemble entre Business France et CCI France. Pour autant, on peut encore mieux faire. Il faut toujours réfléchir à comment simplifier la vie des entreprises. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne savent pas exactement vers qui aller, qui n'ont pas vraiment encore suffisamment identifié quel est leur conseiller export. Et c'est là où il faut vraiment, je crois, progresser, avec peut-être effectivement des moyens complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan Oser l'export, le gouvernement a fait le choix de mettre plus de moyens, avec 12 millions d'euros par an en plus, notamment pour soutenir l'effort de création de pavillons France sur les foires et salons dans le monde. Et moi, je veux même aller encore plus loin, parce que je pense qu'il faut vraiment que ça se voit, que les Français sont ensemble dans un certain nombre de salons et foires absolument clés en matière d'export, pour permettre notamment d'accueillir des PME qui n'ont pas forcément les moyens d'aller seuls dans une foire et salon. Ensuite, le deuxième point, non, c'était ça, c'était les budgets, je crois, votre deuxième point. Alors, le benchmarking de dispositifs de nos concurrents, le gros point qui fait la différence aujourd'hui, c'est la présence sur les salons, vraiment.
Sur la question des financements, objectivement, on n'a pas à rougir du tout entre prêt du Trésor, BPI France, les FASEP, qui sont des dons qui sont faits aux entreprises. Enfin, moi, les entreprises viennent pas nous. J'ai pas de remarques des entreprises nous disant on trouve pas de financement pour l'export. Vraiment. J'ai en revanche des entreprises qui nous disent on a besoin d'être accompagné pour aller sur les salons et on est un peu perdu dans le salon, on manque de pavillon France, contrairement aux Italiens, aux Allemands ou même aux Émiriens par exemple qui sont très présents. J'étais au salon JTEXT là à Marrakech dans le cadre de la REF, du rassemblement des entrepreneurs francophones jeudi dernier. Et malgré tous les efforts de Business France qui avait fait venir des startups et tout, on n'était pas du tout à l'échelle de ce qu'ont fait les Émiriens, par exemple, pour être présents. Alors, ça nécessite des moyens. C'est pour ça que dans les discussions qu'on a budgétaires, je précise toujours que les moyens de Business France, notamment, mais plus largement de l'export, sont des investissements vraiment utiles et avec un retour en investissement très important en matière de déploiement de nos entreprises à l'international et donc de retour financier aussi pour l'État. Sachant que, comme vous l'avez dit et très justement dit, puisque vous connaissez bien ces choses-là, monsieur le député, il y a en gros 50% du budget de Business France qui est des financements d'État et le reste, ce sont des ressources propres, notamment de facturation de services aux entreprises. Oui, on comprend bien que... Enfin, c'est un tiers, deux tiers même. C'est un tiers d'État et deux tiers de prestations propres, ce qui est important. Je vous remercie, monsieur. On comprend bien que la réclamation qui vient de partout, c'est... Sur le CETA, c'était... Pardon, Nicolas, oui. Oui, il avait répondu. Je crois que vous avez répondu. Oui, sur les CETA. D'abord, il y a les faits. Hein. Les contrôles quand les gens n'exportent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas exporter, parce que sinon, ils aimeraient bien exporter. Oui. Et donc, clairement, là, aujourd'hui, les Canadiens n'exportent pas du bœuf aux hormones parce que c'est interdit. Il y a des contrôles. Il y a de la traçabilité. On est ouvert... Et les Canadiens sont ouverts à ce qu'il puisse y avoir davantage de contrôle. Et d'ailleurs, on a nous-mêmes, Français et Européens, demandé plus de choses ces dernières années aux Canadiens. Et on a justement la chance d'avoir des partenaires canadiens qui sont très à l'écoute. Je parlais de l'ambassadeur Dion tout à l'heure, et c'est vrai par mon homologue du commerce qui me dit si vous avez des sujets, n'hésitez pas, on va y travailler ensemble, parce qu'on veut prendre en compte vos remarques et vos suggestions. Oui, je disais simplement que quand on écoutait nos compatriotes, on avait toujours l'impression qu'il y avait à la fois trop d'États et pas assez de fonctionnaires pour s'occuper de chacun d'eux. Mais c'est ainsi. Maintenant, la parole est au MoDem. Alors j'avais Jimmy Parent qui était inscrit, mais je pense qu'il a été pris soit par les glaces, soit par les abysses. Et donc peut-être Bruno Fuchs pourrait-il prendre au pied levé la relève de son collègue. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas la réponse à votre question, mais j'essaierai de l'avoir pour demain matin. Merci, Monsieur le Ministre, pour avoir exprimé la stratégie très claire. Avant de poser ma question, je voudrais faire deux remarques, deux illustrations d'expérience personnelle. La première, je me déplace beaucoup dans les pays de la francophonie, avec les responsabilités à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et je confirme que dans quasiment tous les pays que je vois, l'équipe France fonctionne bien mieux qu'elle ne fonctionnait. Les gens se parlent, il y a une coordination, il y a un pilote, et donc il y a une efficacité à epsilon près, au cas près, mais vraiment manifeste par rapport à ce qui se passait il y a encore quelques années. Sur l'attractivité et la compétitivité, là encore, je voudrais témoigner que dans l'agglomération de Mulhouse, nous allons avoir deux investissements. Le premier, Microsoft, 2,2 milliards d'euros dans les prochaines années. Et vous avez parlé de batteries électriques, notamment. Bolloré, dans l'agglomération de Mulhouse, va investir également 2 milliards d'euros dans la même échéance de temps. Et je voudrais saluer également votre prédécesseur, notre collègue Olivier Becht, qui est élu, comme moi, de Mulhouse et de l'agglomération de Mulhouse. J'en viens à mes interrogations. Vous avez parlé d'agriculture, on en parle beaucoup, mais on parle très peu de la pêche et des produits de la mer. En mars dernier, la Commission des pêches du Parlement européen a publié une étude sur la compétitivité de l'Union européenne dans ce secteur. Nous sommes le plus grand marché mondial des produits de la mer, mais nous affichons un manque de compétitivité et restons largement dépendants des importations. Deux éléments d'enjeu. Premier, la concurrence déloyale. Ces produits peuvent parvenir de pays dont la réglementation est plus souple que celle de l'Union européenne, notamment en matière de conservation, d'hygiène ou encore de conditions de travail. Et puis, autre question, celle de l'impact écologique.
de certains produits de la mer que nous importons. Je voudrais ici insister sur l'impact peu connu du grand public d'une certaine forme d'aquaculture et d'impact d'aquaculture sur les mangroves. La production aquacole, telle que l'élevage de crevettes en Asie, par exemple, est une cause majeure de la déforestation anthropique des mangroves. Ce sont pourtant des systèmes fragiles et uniques qui sont aussi de véritables puits de carbone. Et pour conclure, Monsieur le Président, on peut s'interroger sur l'absence de prise en compte de cette problématique par la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et ma question est donc la suivante. Les produits de la mer seront-ils intégrés dans la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée à l'occasion de sa prochaine actualisation ? N'est-ce pas là, Monsieur le Ministre, un impératif pour protéger et nos professionnels de la mer, mais également pour lutter contre la déforestation importée ? Merci de votre voilà une question bienveillance. Que M. Pain aurait pu poser. Tu coupes ton... Merci. Merci, cher Bruno, et merci de ton engagement pour la francophonie. Oui, effectivement, le député Pain aurait pu poser cette question, mais alors sur la stratégie nationale concernant la déforestation importée, je vais en parler avec mon collègue de la transition écologique pour voir si dans le cadre de l'actualisation, ce sujet-là pourrait être intégré. Idem pour ce qui concerne l'instrument spécifique, la mesure miroir déforestation importée européenne. On a aujourd'hui effectivement 6 produits, je crois, mais pas effectivement les produits de la mer qui, c'est vrai, peuvent avoir un impact sur les mangroves. Pour autant, les questions de pêche sont évidemment des choses qui sont prises en compte au niveau européen. D'abord, par rapport à nos discussions au niveau de l'OMC, puisque vous savez qu'il y a eu un accord, là pour le coup, en MC12 en 2022 concernant l'interdiction de la pêche illégale, avec derrière à la clé des sanctions. Il reste un pan qui n'a pas été abouti encore, qui est la question de la surpêche, des surcapacités de pêche, et qui notamment peut-être pour certains aspects toucher la crevette, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc ça, je n'ai pas regardé de près si la crevette était dans le spectre, si je puis dire, de ces négociations. Et puis ensuite, pourquoi pas réfléchir à des mesures miroirs spécifiques, sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a une mission qui vient d'être lancée par le Premier ministre, ou qui est en cours de lancement par le Premier ministre, par Daniel Fargeot et par Benoît Mournet, qui va avoir comme objet d'évaluer, et notamment sur la dimension contrôle, les mesures miroirs qui sont d'ores et déjà en application, et d'autre part de réfléchir à d'autres mesures miroirs qui pourraient être mises dans la feuille de route de la future commission. Je vous remercie. Monsieur le Président, je voulais juste effectivement confesser que cette question m'avait bien été soufflée par Jimmy Pain, mais que les Alsaciens éloignés de la mer sont le 2e contingent dans la marine nationale, donc avec un intérêt très marqué pour les questions maritimes. Mon grand-père était limousin et officier de marine, donc je comprends très bien votre préoccupation. Pour le groupe socialiste, c'est évidemment monsieur le député de la Gironde, cher Alain David, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour ce compte-rendu concernant les échanges du Conseil européen de la semaine dernière. Le groupe des députés socialistes et apparentés se satisfait, bien sûr, du renforcement des droits de douane contre les produits céréaliers importés depuis la Russie ou la Biélorussie. Il était important de mettre un terme aux achats de céréales, d'oléagineux ou de produits dérivés, parfois même produits sur la partie du territoire ukrainien occupé. Cela montre le soutien de l'Union à l'Ukraine et notre volonté de tarir les recettes que la Russie ne manque pas d'utiliser pour sa guerre d'agression en Ukraine. On ne peut cependant pas évoquer cette réunion du Conseil européen commerce sans évoquer ce qui s'est simultanément discuté le même jour, ici même, dans l'hémicycle, dans le cadre de la niche de nos amis communistes. Certes symbolique, nous sommes nombreux
à nous réjouir de l'adoption de la proposition de résolution visant à demander au gouvernement de soumettre le traité de libre-échange avec le Canada à un vote de ratification. Nous avons eu de nombreuses occasions ici d'évoquer cette différence entre le libre-échangisme BA et la volonté d'un juste échange. En séance, mon collègue Dominique Potier a rappelé le souhait de notre groupe de permettre au Parlement de donner des mandats de négociation pour les traités commerciaux. De même, il a rappelé l'importance de passer d'une logique de concurrence à une logique de coopération afin de nourrir les 10 milliards d'habitants de la Terre à l'horizon 2020, tout en respectant les objectifs de protection de l'accord de Paris. Ma question sera donc simple. Après le vote de cette résolution la semaine passée, après le vote de nos collègues sénateurs sur le CETA en mars dernier, quand un véritable débat... Je connais depuis longtemps. Comment vous pouvez dire quand est-ce qu'il y aura un vrai débat sur cette question-là ? Comment un député comme vous, expérimenté, peut dire ça ? Alors qu'il y a eu un débat et un vote en 2019. Alors que vous nous dites qu'il faudrait que ce projet de loi de ratification nous soit soumis. Bien évidemment qu'il sera soumis à l'Assemblée nationale parce que nous soutenons l'accord. Donc nous voulons qu'il soit ratifié. Pour qu'il soit ratifié, il faut qu'il soit voté par l'Assemblée nationale. Donc évidemment qu'il sera soumis à l'Assemblée nationale. Et j'en ai pris l'engagement. Donc vous avez un ministre qui a pris l'engagement, ça a déjà été débattu en première lecture à l'Assemblée nationale, nous voulons le ratifier. Pour que ça puisse être ratifié, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, donc ça passera par l'Assemblée nationale. Ensuite, pourquoi vous voulez absolument aller vite ? Mais si, parce que, si vous voyez, monsieur, je ne m'emballe pas, vous savez, je pourrais m'emballer beaucoup plus fort que ça. Mais parce que j'y crois, monsieur. Il l'a montré mais dans parce le que, débat, monsieur le député, je rencontre des viticulteurs qui exportent, je rencontre des producteurs de lait, et je voudrais qu'on débatte de réalité et pas de fantasmes. C'est un fantasme, le fait que cet accord serait terrible pour notre économie. Tout montre que c'est très positif. Et qu'il n'y a pas un élément qui me laisse penser qu'il y a... Mais oui, mais vous pouvez lever les yeux au ciel, mais concrètement, dites-moi en quoi cet accord est problématique et qui touche... Mais les paysans, ils sont bénéficiaires de cet accord. Ben oui, c'est la réalité. Il y a pas on exporte plus de bœuf qu'on en importe, et on n'en importe quasiment pas. Parce que justement, il y a des dispositions européennes qui protègent... Mais on peut pas, s'ils sont élevés avec des hormones, ils ne peuvent pas venir dans le marché européen, monsieur le député. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus que ça ? Ben oui. Et donc, vous ne voulez pas qu'on exporte du vin ? Alors, sûrement, vous n'avez pas de viticulteurs dans votre territoire, mais allez demander aux viticulteurs qui ont vu leur exportation exploser grâce au CETA. Demandez aux producteurs de fromage qui ont vu d'augmenter de 60% leurs exportations au Canada grâce à la protection des AOP qu'il ne faudrait pas garder cet accord. Allez leur dire sur le terrain. Et ne restez pas sur des fantasmes qui disent on va être envahi par le bœuf aux hormones. Alors oui, comme disait le président Sarkozy, je ne m'énerve pas, je m'explique. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je vis ça. Et quand j'entends des contre-vérités, non mais vous pouvez rigoler, mais moi je touche aux femmes et aux hommes qui bénéficient de cet accord-là et qui ne comprennent pas pourquoi des parlementaires utilisent d'une certaine façon leur vote pour aller contre quelque chose qui est bénéfique pour eux. Et quand je rencontre mes partenaires canadiens qui sont des grands amis de la France et qui veulent travailler intelligemment avec nous, qui disent mais s'il y a des problèmes, amis français, sur un certain nombre de contrôles, dites-le nous, on va travailler ensemble. Pourquoi on réagit comme ça ? Ils ne le comprennent pas. Donc oui, je suis un petit peu... passionné, mais c'est vrai que je le vis comme ça. Et donc, je vous le dis, monsieur le député David, nous aurons en deuxième lecture, comme le veut le processus parlementaire, une discussion pour la ratification de cet accord. Nous aurons d'autres éléments à mettre dans la discussion, que j'ai rappelé tout à l'heure, le fruit de la mission parlementaire, l'impact, l'étude d'impact, l'audit de l'étude d'impact de la Commission. En toute transparence, on n'a rien à cacher. S'il y a des problèmes, il faudra les résoudre, mais pas pour autant balayer d'un revers de la main un accord qui est ultra bénéfique pour notre pays et pour celles et ceux qui en bénéficient en premier, qui sont les agriculteurs et les entrepreneurs. Je ne veux pas être intervenant dans le débat, mais je crois que M. David n'est pas celui d'entre nous qui balaie le plus vite d'un revers de la main les problèmes qui sont posés. Il est en désaccord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous, donc je le dis très franchement. Mais le revers de la main, le balayement du revers de la main, il y a d'autres parlementaires qui en sont en mesure de le faire.
Bon, maintenant, c'est... Monsieur le Président, est-ce que je peux Je une vous en minute prie, monsieur. pour parler de la Russie, parce que monsieur le député David a eu raison de dire qu'il était important de parler de la décision du Conseil commerce du 30 mai dernier, qui a décidé la mise en place de droits de douane sur les produits oléagineux et céréaliers importés depuis la Russie, la Biélorussie, qui sont des droits de douane importants et qui concernent 1,2 milliard d'euros de produits en 2023, dont les céréales, dont les pois, dont les oléagineux, à la fois pour protéger les filières sensibles agricoles européennes, pour lutter contre l'importation de denrées agricoles produites sur le sol ukrainien occupé, acquises de manière illicite, pour baisser les recettes de la Russie finançant la guerre d'agression, tout en préservant la sécurité alimentaire mondiale. Et j'ai le détail, bien évidemment, que je peux transmettre à la Commission du montant des droits de douane. Par exemple, sur le blé dur, c'est 148 € la tonne. Très bien. Maintenant, je vais donner la parole pour Horizon à monsieur Jean-François Portarieux, qui est député de Toulouse et qui donc porte sur ses ailes une grande partie des excédents commerciaux de la France. Et j'aurais tendance à dire, à l'inverse de Baudelaire, que ces ailes de géant ne l'empêchent pas de voler. Allez-y, monsieur Portarieux, c'est à vous. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, vous venez de qualifier la dernière conférence ministérielle de l'OMC, c'était à Abu Dhabi, je crois, il y a 2 mois, de décevante. Et on vous comprend, puisqu'elle n'a pas vraiment permis d'avancer sur la réforme de cette institution multilatérale qui reste paralysée. Après plusieurs jours de discussion, les participants ont une fois de plus buté sur les dossiers majeurs de l'agriculture et de la pêche. Alors, même si l'Union européenne semble déployer des efforts pour tenter de réformer l'OMC, pensez-vous que son déclin soit inévitable, ou bien existe-t-il une volonté partagée avec vos collègues européens de sauver l'OMC et de la sortir enfin de cette paralysie? Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Écoutez, il y a une volonté européenne, il y a une volonté d'un certain nombre d'autres acteurs internationaux, mais il y a aussi des acteurs qui ne veulent pas faire bouger les choses, commencer par la Chine ou les États-Unis. Bon, voilà, il faut en prendre acte, il faut le regarder avec lucidité, mais il ne faut pas se résigner. Et nous ne nous résignons pas. D'abord parce qu'il n'y a pas d'alternative finalement à cet ordre mondial pour nous à terme, que nous devons donc garder confiance aux principes de ces organisations multilatérales internationales et donc nous devons à la fois travailler au redémarrage de tout le dispositif de règlement des différends qui est aujourd'hui bloqué au niveau de l'organe d'appel que les États-Unis ne veulent pas voir redémarrer, redémarrer la dimension de négociation d'accords. Et on en parlait tout à l'heure, notamment sur la pêche, où ça serait vraiment formidable que nous puissions avoir la phase 2 des négociations de pêche qui puisse avancer. Et donc, nous continuons à nous engager, nous continuons d'essayer de convaincre nos partenaires chinois et américains notamment, mais on pourrait aussi parler des Indiens qui ne font pas beaucoup d'efforts pour que les choses avancent, de faire avancer l'OMC. Mais force est de constater que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc il faut en même temps, comme je le disais tout à l'heure, s'organiser en conséquence pour protéger nos entreprises contre les pratiques déloyales. Je vous remercie. Les porte-paroles des groupes se sont exprimés. Maintenant, nous avons quelques parlementaires qui, à titre individuel, veulent s'exprimer. C'est comme chacun sait, une minute. Je réponds aussi. Et oui, c'est comme ça. Mais sauf que j'arrive jamais à discipliner les ministres, pas plus que moi-même d'ailleurs. Monsieur Vibert, député des Ardennes. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, d'abord merci pour toutes ces précisions. Moi j'ai bien entendu votre discours. Effectivement, pour pouvoir exporter et vendre aux étrangers, il faut d'abord être capable de produire sur notre propre sol. À l'heure où les enjeux environnementaux font peser, je dirais, des contraintes particulières sur notre industrie, comment peut-on encore plus sécuriser nos approvisionnements en matière
première critique, je crois, qui est un enjeu majeur, et de quelle manière on va effectivement pouvoir concilier la nécessité d'une réindustrialisation en France avec, je dirais, tout ce qui touche aux technologies vertes et du numérique, et pour lesquelles, effectivement, on reste très dépendant de nos partenaires commerciaux. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le ministre, avec la même brièveté que monsieur le député des Ardennes. Donc, alors sur la partie environnementale, c'est les mesures miroirs qui notamment permettent d'agir. Je vais parler de la déforestation importée. On peut parler du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce type de mesures miroirs permettent de compenser finalement les efforts qu'on demande à nos entreprises par rapport à ce qui est demandé dans un certain nombre de pays. Il y a la dimension développement durable des accords commerciaux. Et vous savez qu'ont été modernisés les chapitres développement durable très récemment, ces dernières, notamment sous présidence française, qui permettent d'être beaucoup plus exigeants dans les accords commerciaux en matière de développement durable, notamment par exemple sur le respect de l'accord de Paris comme clause essentielle des accords. Et puis ensuite spécifiquement sur les métaux critiques. Je rappelle ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la nécessité de bâtir des chaînes de valeur, de transformation des métaux critiques, de recyclage des métaux critiques en Europe. Et j'ai cité l'exemple du projet près de La Rochelle, entre Carester et Solvay, de recyclage des aimants, notamment de moteurs électriques pour les terres rares. Mais c'est vrai aussi pour les batteries, vous avez raison, pour le lithium notamment. C'est la diversification de nos approvisionnements. Je pense encore à des accords commerciaux. J'ai parlé du CETA, j'ai parlé du Chili. Mais je peux parler aussi de l'accord avec l'Australie. Et puis voilà. Je vous remercie. C'est monsieur Joly, qui est député de l'Isère, membre du Rassemblement national. Monsieur le député, vous avez la parole. Président, Monsieur le Ministre, votre prédécesseur, Olivier Becht, avait en août 2023 présenté aux Français le plan Oser l'export, qui était vendu comme une action forte pour accompagner nos entreprises à l'international. Alors, ce plan qui vise à augmenter le nombre d'entreprises exportatrices de 120 000 à 200 000 à horizon 2030 fait suite au volet export du plan de relance et devait se voir doté de 125 millions d'euros sur 4 ans. Notre solde commercial de plus en plus dégradé atteint un déficit de 16,6 milliards d'euros au premier trimestre 2024. Évidemment, donc, les mesures prévues dans ce plan visant à augmenter nos exportations doivent être urgemment mises en place. Je souhaite donc, Monsieur le Ministre, savoir ce qu'il en est aujourd'hui de ce plan Oser l'export et si les crédits prévus lui ont bien été alloués. Je vous remercie. Oui, bien sûr, ils ont été alloués. D'abord, c'est pas vrai que les chiffres du commerce extérieur se dégradent. Ils sont améliorés en 2023 nettement, en ce qui concerne les biens, de 64 milliards d'euros. En ce qui concerne le début de cette année, pour le premier trimestre, nous avons un déficit qui est de 17,6 milliards pour les biens. Il était de 29,2 pour le premier trimestre 2023. Nous avons sur les 13 mesures opérationnelles du plan export, à la fois des process engagés, des budgets mobilisés, que ce soit pour faire connaître mieux l'accompagnement des entreprises, pour les pavillons France dont je parlais tout à l'heure, pour les e-vitrines, c'est-à-dire ces marketplaces par secteur d'activité, pour le soutien à l'export des bénéficiaires du plan France 2030. Avec Bruno Bonnel, Laurent Saint-Martin, nous veillons à ce que les entreprises qui bénéficient de France 2030 aient un accompagnement spécifique pour l'export, pour vraiment qu'il y ait un effet levier très fort sur France 2030. Et puis des boosters, ce qu'on appelle des boosters, c'est des soutiens massifs à l'accélération internationale, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc oui, le plan Oser l'export est en déploiement. D'ailleurs, je vais commencer un nouveau, entre guillemets, Tour de France pour mettre en valeur d'une façon précise les différentes dispositions du plan export. Je vous remercie. Madame Lacrafi. Madame Lacrafi est députée Renaissance d'à peu près la moitié de la planète. Merci, Monsieur le Président. Merci, oui. Merci, chers collègues. Ça me touche. Monsieur le Ministre, je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui illustre parfaitement combien l'Union européenne en matière commerciale est un atout
pour la France, qui ne pourrait seule avoir la taille critique pour s'imposer dans des négociations avec ses partenaires commerciaux. Malheureusement, certains profitent de la campagne des élections européennes pour remettre en cause les traités de libre-échange qui stimulent pourtant notre croissance et font diminuer la pauvreté mondiale. Merci de nous avoir apporté plus de détails dans vos réponses à mon collègue Guignot concernant l'accord de partenariat économique avec le Kenya, où je me rends ce lundi, accord qui va entrer prochainement en vigueur. Concernant les relations en matière de commerce entre l'Union européenne et l'Afrique, et alors que je m'apprête à me rendre mardi à la Mining Week de Lubumbashi en RDC, pourriez-vous développer la stratégie de la France en matière, de l'Europe et de la France en matière d'approvisionnement des minerais et des terres rares? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Vous êtes effectivement très mobilisée sur les questions économiques. Je vous remercie. En occasion souvent de se croiser, d'ailleurs, notamment quand il y a des délégations d'entreprise, vous souhaitez toujours les accompagner de la mesure de vos possibilités. Sur les métaux critiques, je pense avoir vraiment répondu à la fois sur la nécessité de développer des chaînes de valeur dans l'Union européenne ou dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant avec un certain nombre de pays africains pour qu'il y ait une partie de la transformation de ces matériaux critiques qui se fasse dans les pays où il y a l'extraction de ces métaux. Ça passe par une diversification d'approvisionnement, notamment par des accords de partenariat, et on sait que nous avons la possibilité de le faire, notamment avec un certain nombre de pays africains, tout en veillant au respect d'un certain nombre de principes, d'éléments auxquels nous croyons particulièrement, comme les droits sociaux, les droits de l'homme. Donc veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement soient conformes avec nos convictions et nos principes. Et nous avons des dialogues nourris avec les pays africains avec lesquels nous bâtissons ces partenariats. Voilà ce que je pouvais vous dire, Madame la députée. Maintenant, Monsieur Pfeffer, qui est député RN de Moselle, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en avril dernier, l'Union européenne a plafonné les volumes d'importation de volailles, d'œufs, de miel et de sucre en provenance d'Ukraine en réponse à la colère des agriculteurs européens. Ces seuils de plafonnement largement insuffisants, car basés sur des années records et donc des volumes très élevés, incluent le maïs et l'avoine, mais pas les autres céréales. Ces exportations de l'Ukraine vers l'Union européenne, sans quota ni droit de douane, ont presque été multipliées par 17. Le Conseil des affaires étrangères du 30 mai a augmenté, et c'est heureux, les droits de douane du blé russe et biélorusse, notamment car ce blé a été volé sur les terres ukrainiennes, mais aussi parce que ces stocks massifs de blé risquaient de perturber fortement notre marché. Mais l'explosion de l'offre de blé ukrainien perturbe également notre marché, fait reculer les prix et baisser les parts de marché de nos céréaliers français en Europe. La France, tout comme la Pologne et la Hongrie, ont souhaité que le blé ukrainien soit lui aussi soumis au mécanisme de plafonnement, mais nous n'avons pas eu gain de cause, car de nombreux pays européens ont intérêt à avoir un accès à un blé à faible coût. Alors, Monsieur le Ministre, comment la France continue-t-elle à agir pour que les producteurs de blé français ne soient pas la variable d'ajustement de notre soutien à l'Ukraine, et quelles perspectives de régulation pour ces importations qui pèsent sur les résultats de nos paysans? Merci, Monsieur le député de la Moselle. Monsieur le ministre. Effectivement, c'est une préoccupation importante qui est la nôtre. J'ai beaucoup œuvré avec mes collègues du gouvernement en lien avec l'Union européenne pour que soient mis en place ces freins d'urgence sur les produits que vous avez rappelés avec beaucoup de précision. Je pense au volaille, l'œuf, le sucre, le maïs, le gruau, l'avoine et le miel. Nous avons même travaillé avec les producteurs pour que les périodes de référence soient plus élargies que ce qui avait été imaginé au départ, pour qu'elles soient donc ces mesures d'urgence plus effectives. Reste effectivement à suivre de près la question des céréales, notamment du blé, qui n'est pas inclus dans ces mesures de frein d'urgence. La Commission a déclaré très clairement qu'il y avait notamment dans la législation actuelle, à travers les mesures de sauvegarde, la capacité à réagir rapidement s'il y avait des déstabilisations avérées des marchés européens. Et nous sommes en plein échange régulier avec les professionnels de ce secteur pour voir étayer ces démonstrations de perturbation du marché européen par les importations ukrainiennes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une perturbation mondiale des marchés du blé du fait des pratiques russes et des bonnes récoltes ukrainiennes de 2022,
et qui ont conduit à la baisse du marché du blé, ce qui impacte directement nos producteurs. L'impact précis des importations ukrainiennes en Europe et en France en particulier n'est pas complètement établi de manière à pouvoir déclencher les mesures de sauvegarde. En tout cas, sachez qu'on est en discussion permanente avec nos partenaires professionnels du secteur pour pouvoir remonter les informations comme ils le font et soutenir leurs demandes de mesures de sauvegarde et de licences d'importation, parce que pour pouvoir avoir des mesures de sauvegarde, il faut avoir des licences d'importation, et nous suivons ça de très très près. Je vous remercie. Maintenant, c'est Monsieur Pierre-Henri Dumont, qui est député LR du Pas-de-Calais, qui va faire entendre une voix qui n'est pas forcément la même que celle de l'ensemble des membres de son groupe, comme il l'a exprimé l'autre jour avec beaucoup de force. Je parle après ce que j'ai entendu tout à l'heure de... Mais je ne veux pas préempter vos propos, mon cher collègue. Merci, Monsieur le ministre, de participer avec nous à l'audition du président Bourlange. Monsieur le ministre, vous êtes chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. À ce titre, vous le savez, l'industrie de la défense est l'une des vitrines des succès de notre pays. Dans quelques jours, le salon Eurosatory ouvrira ses portes en région parisienne, rassemblant dans ce mondial de la défense et de la sécurité plus de 1700 exposants. 1700 exposants, moins les exposants israéliens, désinvités sous la pression du gouvernement auquel vous appartenez, cédant face au coup de butoir de l'extrême gauche antisémite et antisioniste qui avait menacé de manifester devant le salon. En rejetant les industriels israéliens du salon, vous mettez une fois de plus agresseurs et agressés sur un même pied d'égalité. Approuvez-vous cette décision d'exclure les industriels israéliens du salon Eurosatory? Est-il vrai que cette exclusion est justifiée par l'impossibilité d'assurer la sécurité des visiteurs et exposants si les industriels israéliens étaient présents sur ce lieu surveillé et clos? Dans ce cas, comment pouvez-vous penser une seule seconde assurer la sécurité des athlètes israéliens et des spectateurs dans quelques semaines lors des Jeux Olympiques répartis sur de nombreux sites à Paris et en province? Je vous remercie. Je vous remercie. J'avais tort, effectivement, monsieur le député, mais vous me surprendrez toujours, ce qui est la gage d'un grand avenir. Monsieur le ministre. Allez-y, monsieur le ministre. Écoutez, le président de la République appelle, comme vous le savez, à ce que les opérations israéliennes cessent à Rafah. Et donc, dans ces conditions, les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes de défense sur le salon français. Et je le rappelle, conformément aux déclarations du président, il est urgent à la fois d'obtenir un cessez-le-feu qui permettent tout à la fois d'assurer la protection des populations à Gaza et bien évidemment la libération de tous les otages et le plein accès de l'aide humanitaire. Je vous remercie. Maintenant, j'ai une demande de parole de Madame Béatrice Piron, qui est, comme chacun sait, membre de Renaissance et députée des Yvelines. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre présence ce soir. J'évoquerai la francophonie comme levier économique. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, créée en 1970, rassemble 88 États et gouvernements. Elle représente plus de 16% du PIB mondial et connaît une croissance économique de 7%. Des initiatives comme le réseau francophone de l'innovation et les rencontres économiques francophones permettent de promouvoir l'innovation et la collaboration économique. Monsieur le ministre, en octobre prochain, la France accueillera le 19e sommet de la francophonie. Son thème sera « Créer, innover et entreprendre en français ». Thème choisi avec pertinence conjointement par la France et l'OIF. Autant créer en français est une réalité qui fait vivre actuellement notre réseau diplomatique et culturel, nos instituts français, nos alliances françaises notamment. Pour ce qui est d'innover et d'entreprendre, nous avons encore beaucoup à faire. Comment pouvons-nous concrètement faire de ce sommet une étape marquante vers une francophonie économique dynamique dans laquelle innover et entreprendre en français sont des atouts pour les entrepreneurs de tout l'espace francophone? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci beaucoup de cette question, parce que c'est important de parler de la question de francophonie. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est la troisième langue des affaires. C'est presque 400 millions de locuteurs. C'est à l'horizon 2050 plus de 700 millions de locuteurs.
Et nous travaillons avec les entreprises qui se mobilisent de plus en plus sur l'aspect francophone de leurs opportunités pour mieux adresser l'espace francophone. Bien sûr, à travers le groupement du patronat francophone, l'Alliance des patronats francophones, j'étais avec eux à Marrakech, comme je l'ai dit jeudi dernier, le Forum francophone des affaires, et l'OIF aussi, qui est très mobilisé à travers sa mission économique et commerciale. Et donc, nous sommes convaincus que le fait de parler la même langue est un moyen de faciliter le commerce. Et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes en ce qui concerne l'économie avec l'espace francophone, puisque ça représente 16% du PNB mondial et 20% du commerce mondial. Nous avons souhaité, le président de la République a souhaité, en lien avec Louise Mouchikiwabo, qui est la secrétaire générale de l'OIF, de mettre une dimension toute particulière en matière économique au futur sommet de la francophonie d'octobre à Paris et à Villers-Cotterêts. Et c'est en train de se monter un événement spécial qui s'appelle Francotech par l'Alliance des patronats francophones et Business France pour que des entrepreneurs de l'espace francophone partagent des innovations, échangent, présentent leurs projets, créent du lien pour créer des affaires et un courant d'affaires pour l'avenir. Donc vous avez raison, il faut faire en sorte de mobiliser le plus d'énergie possible pour renforcer les liens économiques entre les différents pays francophones. Avant de donner la parole à M. Cordier, qui est le dernier orateur, je voudrais quand même prolonger sur un aspect de la question posée par Mme Piron, implicitement posée, qui est l'attitude de votre ministère de la francophonie, je parle là au ministre de la francophonie, sur la question du destin de l'audiovisuel extérieur. Nous sommes très attachés dans cette commission, nous l'avons exprimé par des propositions d'amendement que j'ai signées, mais qui étaient largement partagées par nos collègues, au maintien de la spécificité et donc de l'extériorité par rapport à l'ensemble du système audiovisuel, de l'audiovisuel extérieur, tel qu'il est organisé actuellement autour de France Média Monde. Nous avons un peu de peine à comprendre l'attitude du gouvernement. Nous avons eu des propos très favorables à notre position de M. Séjourné. Nous avons eu des propos plus discrets dans les conciliabules, très favorables du Premier ministre, voire, mais j'ose à peine y faire référence, de la présidence de la République. Nous avons en revanche une attitude qui paraît assez différente de Madame la ministre des Affaires culturelles, dont chacun connaît à la fois le talent et la détermination, et nous sommes un peu perplexes sur l'attitude du gouvernement. Est-ce que vous, dans votre qualité de ministre de la francophonie, vous pouvez nous apporter les éclaircissements qui nous font défaut? Tu peux y aller. Moi, c'est Madame. Ça y est, c'est bon. Je m'en garderai bien, Monsieur le Président. Non, vous savez que j'ai été ministre de la Culture. J'ai défendu un projet qui a été voté en première lecture en commission, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale avant le Covid. Et vous savez quelle était la teneur de ce projet. Un de vos anciens collaborateurs qui porte le projet de réforme de l'audiovisuel. Qui est orateur du groupe Renaissance sur ce projet. Et donc vous connaissez, et j'avais défendu un projet à cette époque-là, mais ça remonte maintenant à 4 ans. Ce n'est plus moi qui suis en charge de ces questions-là. Il y a le ministre de la Culture, il y a le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dont c'est la responsabilité dans ses attributions, et bien sûr sous l'arbitrage du Premier ministre et du Président de la République, en lien avec le Parlement, parce que, in fine, un projet de loi est voté par le Parlement, et donc il y a un travail parlementaire qui est engagé. Et donc je ne me substituerai pas aux positions des ministres et bien sûr du Premier ministre et du Président de la République. En revanche, je voudrais attirer votre attention sur TV5 Monde, parce que, qui est vraiment, là pour le coup, le média francophone
par excellence, dont le président a annoncé sa démission. Et donc, il y a un processus de nomination qui est en cours. Et nous veillons d'une façon d'abord à saluer le travail qu'a effectué Yves Bigot pendant des années et de veiller à ce que, bien sûr, la direction puisse, d'une façon intérimaire, puisse être assurée pour attendre la nomination d'un nouveau président ou présidente de TV5 Monde. Bien, mais écoutez, nous ferons nos décisions sur la base de ce que nous pensons et avec un gouvernement un peu flou. Ce qui est bon. Maintenant, le dernier orateur, c'est donc Monsieur Cordier. Je ne voulais pas du tout vous priver de votre temps de parole en posant cette question qui me paraissait un peu liée à celle de Madame Piron. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est bien ça. Et dans les Ardennes, Monsieur le Président, il y a beaucoup de forêts et beaucoup de bois. Donc je voulais interroger Monsieur le Ministre sur la filière bois et notamment nos exportations, principalement d'essences nobles en direction d'un certain nombre de pays et notamment en direction de la Chine, qui transforment ces essences nobles en parquet pour nous les réimporter et quelque part tuer cette filière qui existe encore un peu dans notre pays. La Chine a mis en place un moratoire de 99 ans sur le non-abattage d'essences nobles sur son territoire. Et pendant ce temps-là, nous, on envoie des containers complets, Monsieur le Ministre, en direction de ces pays. Je le vois dans mon département des Ardennes, avec aussi, et il faut bien le dire, des prix particulièrement attractifs qui sont proposés aux propriétaires privés, voire même aux forêts domaniales, c'est-à-dire l'ONF ou aux communes, qui n'ont pas une situation financière très florissante. Donc je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus et les mesures qu'on serait susceptible de prendre pour limiter ces exportations et de voir cette filière, la transformation du bois et des parquets, tuer notre filière en France et en Europe. Je vous remercie. Ah bah, je vous remercie, Monsieur le député. Je comptais vous laisser déborder parce que, comme vous êtes le dernier, ça ne fait pas précédent, mais vous êtes tenu à la discipline. Je vous suis vraiment très reconnaissant de cela. Monsieur le ministre. Il faut parler le dernier dans ces cas-là. Difficile pour le coup de répondre une minute sur la stratégie du plan écoutez, bois et forêt. 2 ou 3 si vous voulez. Non, mais même en 2 et 3. Ah bon Vous ne voulez pas répondre en ça Si. Si, mais je pense que c'est utile de ne pas répondre dans la précipitation à un sujet aussi sensible et important. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que d'abord, il y a une loi évidemment économique qui fait que un certain nombre effectivement d'entreprises ont un intérêt aujourd'hui à exporter. Mais vous savez que j'étais présent, que Jean Castex, et Julien de Normandie à l'époque et moi-même avions lancé un plan en filière bois. Et donc je suis prêt à vous en reparler et à faire un point précis sur cette question-là pour voir de quelle manière on peut, parce que c'est une stratégie, renforcer la transformation de cette matière première qu'est le bois davantage en France. C'est au cœur de notre stratégie de réindustrialisation et de voir de quelle manière on peut accompagner de la meilleure façon possible la filière dans ce sens. C'est ce que nous souhaitons. Il y a sûrement des améliorations à faire et je suis évidemment ouvert à vos remarques et à celles des professionnels du secteur. Écoutez, je vous remercie. Cette audition, qui est celle de M. Riester, touche à sa fin. Vous avez pu voir, Monsieur le Ministre, que ici règne une atmosphère assez bon enfant, même si les sujets que nous abordons sont sérieux, parfois controversés. Et je vous remercie de vous y être prêté. Si cette atmosphère bon enfant existe, c'est en grande partie à cause de vous. Parce que vous avez toujours été, dans vos précédentes fonctions, où nous vous accueillions à l'époque, et dans les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, vous avez toujours été un interlocuteur très précieux, très précis, très disponible, prêt à répondre aux questions de l'ensemble de nos collègues. Et ceci est très, très important, très précieux, et je dois dire que nous vous en savons gré. Maintenant, les problèmes qui sont ceux du commerce extérieur de la France et de l'Europe nous semblent être des problèmes, comme à vous d'ailleurs, nous semblent être des problèmes absolument centraux pour les 20 années qui viennent. Et je crois donc
que nous n'avons pas fini de vous revoir. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de votre participation. Madame, Messieurs, la séance est levée.